Merci Thomas, merci Amgen de m'avoir proposé de venir ici vous parler de dyslipidémie en prévention primaire chez le sportif. Donc voici mes liens d'intérêt. Donc pour essayer de faire du pratico-pratique, je suis partie de 2 cas de patients que je suis en consultation. Donc le premier, c'est Steven, que j'ai vu la première fois en 2016. Il avait 25 ans, qui était adressé par son cardiologue du sport, qui le suivait parce qu'il est arbitre de foot semi-professionnel. Et son cardio me l'envoyait parce qu'il avait une hypercholestérolémie qui n'était pas très bien contrôlée. Cette dernière avait été diagnostiquée par hasard sur un bilan systématique fait pour de l'acné, avec un LDL cholestérol franchement haut à 3 grammes par litre, et son médecin traitant l'avait mis sous pravastatine, donc statine de faible puissance, et ce qui lui permettait d'avoir un LDL à 1,76, donc ça restait assez élevé. Dans sa famille, côté paternel, du cholestérol et un pontage orthocoronarien précoce à 50 ans. Donc évidemment, vous avez un tableau tout à fait typique et classique d'hypercholestérolémie familiale chez ce jeune qui a un taux de cholestérol élevé, avec du cholestérol dans sa famille, donc on en retrouve à chaque génération en règle générale, et l'antécédent cardiovasculaire précoce donc chez son père. Et donc à l'examen clinique, vous savez, il faut rechercher des dépôts extravasculaires de cholestérol qui, lorsqu'on les trouve, sont quasiment toujours pathognomoniques de la maladie, en tout cas pour ce qui s'avère des xanthomes tendineux au niveau du tendon d'Achille. Juste un petit clin d'œil sur ce tableau que tout le monde connaît. Et ce serait peut-être la première patiente connue avec une hypercholestérolémie, puisque quand on grossit l'œil de la Joconde, il y a un xanthelasma, et vous voyez que sur sa main, il y a une voussure qui peut-être être en relation avec un xanthome tendineux. On ne sait pas si elle a fait une mort subite ou pas, mais elle avait peut-être de la chèvre. Bref, je reviens à Steven, que je vois donc en consultation. Je lui prescris un test génétique pour dépister l'hypercholestérolémie familiale qui revient positive, avec une mutation dans le gène qui code pour le récepteur LDL. On lui fait un dosage de lipoprotéine A qui est très bas, donc ça c'est plutôt rassurant. Il a son suivi cardiologique annuel dans le cadre de son travail semi-pro. Et bien sûr, je lui mets une statine de forte puissance que je commence à petite dose parce qu'il est inquiet de douleurs musculaires. Et sachant que ce patient, il a quand même une cible basse de LDL inférieure à 0,7. Mais le problème, c'est que dès que j'essaye de monter la dose de statine, il se plaint de douleurs en phase de récupération. Donc, très vite, je lui ai associé de l'ézetimibe. Donc, avec une bithérapie, il n'était pas loin de la cible à 0,77 grammes par litre. Un autre clin d'œil, mais là c'est beaucoup moins drôle, c'est l'histoire de Romain qui a une hypercholestérolémie familiale. Tout ça c'est pour vous dire que c'est quand même très fréquent, une personne sur 300, et que vous en avez forcément chez vos patients et qu'il faut absolument la diagnostiquer pour éviter d'avoir l'histoire de famille de Romain. Donc c'est écrit en petit, je n'ai pas de flèche, si, ici. Vous voyez, en fait, Romain a couru le semi-marathon de Reims cette année en hommage à son père qui avait une hypercholestérolémie familiale et qui a fait une mort subite lors du semi-marathon de Reims il y a 24 ans. Et à l'époque, tout le monde disait oui, il n'était pas préparé. Et Romain dit c'est pas du tout vrai, c'est un très grand sportif qui avait une très bonne préparation, mais malheureusement son hypercholestérolémie était banalisée, maltraitée, mal prise en charge, et il a fait une mort subite. Donc Romain a couru le marathon au même âge que son père quand il est décédé à 35 ans, et ça s'est bien passé parce que la chance de Romain, c'est d'avoir été dépisté à 9 ans quand son père est décédé, et donc d'avoir pu commencer les traitements à 9 ans. Et tout ça pour faire passer le message qu'il faut commencer tôt, traiter tôt, pour éviter les événements cardiovasculaires chez les jeunes. Donc finalement, quand est-ce qu'on doit dépister une dyslipidémie? Alors il faut savoir que les recommandations HAS sont assez sévères, c'est-à-dire qu'elles recommandent de dépister une dyslipidémie chez un homme de 40 ans ou une femme de 50 ans en dehors de tout facteur de risque cardiovasculaire. Mais bon, on est déjà beaucoup trop tard, notamment pour dépister cette dyslipidémie fréquente. Et donc, il faut savoir qu'il y a vraiment un élan politique au niveau européen, des associations et des sociétés savantes pour faire un dépistage généralisé pédiatrique, donc de tous les enfants, pour dépister la maladie génétique la plus fréquente.
Donc ça, c'était pour Steven. Deuxième patient, c'est Brandon, donc que j'ai vu, pareil, en 2016. La première fois, il venait, Brandon, pour une dyslipidémie mixte. Son médecin traitant lui avait fait un bilan, je ne sais pour quelle raison. Et effectivement, vous voyez, il avait un LDL franchement haut à 2,74 g, des triglycérides un peu élevés, 1,77 g, et un HDL cholestérol qui était franchement bas, à 0,32 g. Il fait beaucoup de basket et comme il est tout mince, là il fait 60 kg pour 1,82 m, il s'est mis à la musculation pour essayer de faire de la masse musculaire. Et donc dans sa famille, on a une hypercholestérolémie chez sa sœur. J'arrive pas à avoir d'autres renseignements sur la famille paternelle qui a l'air peu connue, avec le père qui n'est plus dans la famille. Son médecin traitant, à l'époque, quand il avait diagnostiqué la dyslipidémie, avait commencé un traitement par simvastatine 10 mg. Sauf que quelques semaines après, Brandon est hospitalisé pour des myalgies hyper intenses et aux urgences, on retrouve une rhabdomyolyse avec des CPK à 15 000, une cytolyse hépatique sans insuffisance rénale. Il faut savoir que c'était après plusieurs séances de musculation très intensives, mais du coup, ça contre-indiquait les statines chez Brandon. Alors, effectivement, statine et activité physique, comment on fait, comment on gère et est-ce qu'on peut associer les deux. Cette figure, vous la connaissez tous, hein, le niveau de preuve est excellent pour dire que les statines diminuent le risque cardiovasculaire. Ça, c'est plus votre partie, hein. L'activité physique, ça diminue la mortalité toute cause, qu'on soit en prévention primaire et secondaire et quel que soit l'âge, le sexe ou les comorbidités. Et de façon très intéressante, en fait, quand on associe statine et activité physique chez nos patients à haut risque cardiovasculaire et ou dyslipidémique, eh bien l'association des deux fait mieux que statine ou activité physique prise de façon individuelle sur la mortalité toute cause. Ça a été démontré chez les vétérans américains avec une publication qui date d'une dizaine d'années. Donc statine et activité physique, c'est mieux pour nos patients. Donc maintenant, il y a une vraie problématique des myalgies sous statine qui peuvent se retrouver chez les sportifs. Donc myalgie, on a l'habitude de dire SAMS pour Statin Associated Muscle Syndrome et c'est le terme que je vais utiliser. Donc vous savez que quand vous mettez une statine en route, surtout en prévention primaire, au bout d'un an, il y a la moitié des patients qui l'ont arrêtée. Vous savez que quand on arrête les statines, il y a un surrisque de maladies cardiovasculaires, ça a bien été démontré, et que les patients qui ont mal aux muscles à cause des statines, il y a un gros tiers qui va arrêter les statines pour cette raison. Et on sait que l'activité physique, ça peut augmenter le risque de SAMS. Donc il y a une grande méta-analyse qui est sortie l'année dernière, qui reprend tous les facteurs de risque de SAMS sous statine, donc qui a inclus d'une part des RCT, mais aussi beaucoup d'études épidémiologiques observationnelles, donc plus de 4 millions de patients, vous voyez en haut, et 176 études. Bref, ce qu'on retrouve, c'est que la prévalence des SAMS, c'est autour de 10%, et que, effectivement, l'exercice, vous le voyez en bas sur la flèche, ici, l'exercice physique est un facteur de risque d'avoir des myalgies sous statine. Vous retrouvez aussi des choses classiques comme le fait d'être une femme, d'être âgée, l'insuffisance rénale, la polythérapie, etc. Alors, pourquoi il y a des SAMS sous statine ? Bon, la réponse est complexe et je ne suis pas sûre qu'on l'ait entièrement. Quoi qu'il en soit, il y a un lien qui est sûr avec les statines. Notamment, il y a des polymorphismes génétiques qui codent pour des transporteurs des statines au niveau hépatique et qui favorisent les SAMS sous statine. Il y a certains polymorphismes au niveau musculaire aussi qui peuvent favoriser les SAMS. Bien sûr, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses puisque les statines sont métabolisées par des cytochromes. Et puis, il y a peut-être d'autres effets sur la réparation musculaire, mais là, c'est un espèce de gros fourre-tout. Et puis, bien sûr, il y a l'effet nocebo dont je vais vous parler. Donc j'ai regardé s'il y avait des études sur l'effet des statines sur l'activité physique et les performances physiques, cette espèce de fourre-tout là dont je vous parlais. Effectivement, il y a beaucoup d'études, mais ça va quand même dans tous les sens. Donc j'ai retrouvé une méta-analyse qui est assez bien faite dans le Journal of Clinical Lipidology avec 32 publications qui ont étudié le risque de myalgie sous statine
lors des efforts physiques et qui ont regardé si les statines altéraient la performance physique chez les athlètes. Donc, quoi qu'il en soit, il y a la moitié des études qui rapportent effectivement des myalgies pendant l'activité physique. Un tiers des études qui rapportent que quand on fait de l'activité physique et qu'on a une statine, les CPK augmentent encore plus quand on a une statine. Et puis après, sur la performance, ça va vraiment dans tous les sens. Donc il y a quelques études qui retrouvent une baisse des performances en aérobie, et puis certaines études qui retrouvent que ça augmente la force musculaire d'être sous statine, et d'autres que ça la baisse. Donc je crois qu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, on ne peut rien dire sur l'effet des statines et les performances physiques. Je vais terminer en vous parlant de l'effet nocebo-drocebo, qui est un effet vraiment hyper important quand on parle de myalgie sous statine. Et la façon de démontrer cet effet nocebo-drocebo, en fait, c'est de faire des essais en crossover, ou ce que les Américains appellent N-of-1 trials, c'est-à-dire que les patients prennent la statine ou le placebo en aveugle, il y a une période de washout, et la période suivante, ils prennent ou le placebo ou la statine en aveugle. Donc seules ces études de crossover permettent de mettre en évidence les réels SAMS, et il y a des recommandations de l'ILEP de 2022 sur la gestion des SAMS sous statine, parce que c'est ce qu'on voit tous à nos consultations toute la journée. Il faut savoir que une des premières études qui rapportait, la première étude en crossover sur les myalgies sous statine, c'était l'étude GHOST-3 qui testait l'évolucumab versus ezetimibe chez des patients intolérants aux statines. Et donc pour être randomisés dans GHOST-3, les patients devaient en double aveugle faire un mois une statine ou le placebo, un washout, et l'autre mois, ils faisaient le placebo ou la statine. Et dans GHOST-3, les investigateurs n'incluaient que les patients qui avaient des myalgies que sous la statine. Et vous voyez qu'il y a à peine la moitié des patients qui ont pu être inclus, c'est-à-dire qui n'avaient des myalgies que sous la statine et pas sous le placebo. C'est illisible. Tout ça, c'était pour vous dire qu'il n'y a pas de myalgie, il n'y a pas plus de myalgie sous evolocumab que sous ezetimibe. Et enfin, il y a deux études récentes qui ont été faites en crossover, là avec des résultats qui sont assez intéressants. Donc la première, c'est une étude sur 200 patients qui avaient des myalgies, qui ont arrêté leur statine ou qui voulaient l'arrêter. Et là, les investigateurs ont fait 6 périodes de 2 mois avec des boîtes dans lesquelles il y avait ou un placebo ou une statine. Et bien sûr, en aveugle, le patient ne savait pas ce qu'il prenait et il devait noter sur des échelles visuelles s'il avait des douleurs musculaires sous traitement. Et il faut savoir qu'il n'y avait aucune différence dans les douleurs musculaires, que les patients prennent ou le placebo ou la statine. Et en fait, à la fin de l'étude, 2 tiers des patients ont accepté de reprendre leur statine. Une autre étude, et qui là est faite de façon un peu plus subtile, c'est l'étude Sanson. Là, ils ont des patients pareils, myalgie sous statine, qui ont arrêté leur traitement. Et là, ils ont fait 3 groupes. Ils ont fait 3 façons de... 3 temps. Un temps avec de la statine, un temps avec un placebo et un temps sans rien. C'est-à-dire que les patients avaient des boîtes statine, des boîtes placebo et des boîtes vides. Et alors, attention, ils devaient noter sur une échelle visuelle analogique s'ils avaient des douleurs musculaires. Donc là, vous voyez, déjà à droite, il y a 10 patients qui ont arrêté parce que les myalgies étaient insupportables. Et vous voyez, ça va dans tous les sens puisque vous avez à gauche, j'arrive pas avec la flèche, ici, l'échelle visuelle. Donc plus on est vers le haut, plus on a mal. Les points rouges, c'est les douleurs sous statine. Les points bleus, ce sont les douleurs sous placebo. Donc il y en a aussi autant. Et les points blancs, c'est les douleurs quand on prend aucun traitement. Donc vous voyez que qu'on prenne un traitement, qu'on prenne un placebo ou qu'on prenne une statine, finalement, il n'y avait pas de différence. Il y avait un tout petit peu moins de myalgie dans le groupe qui ne prenait pas de médicaments. Et maintenant, on parle d'effet drocebo, donc c'est la contraction de drogue et nocebo, c'est-à-dire que c'est l'effet attendu quand on prend une drogue ou un médicament qu'on a
c'est l'effet attendu d'avoir des douleurs musculaires. C'est expectation en anglais. Donc, quand vous mettez une statine en route à votre patient il va anticiper qu'il va avoir des douleurs sous sa statine et il va avoir l'effet Drossebo. Et il y a des études qui ont évalué que l'effet Drossebo, ça représenterait presque 80% en fait des SAMS. Donc, c'est juste l'anticipation des douleurs musculaires quand on prend une statine. Alors, pour savoir si on a vraiment des myalgies sous statine, parce que ça existe, il y a des scorings de points donc, qui sont dans les recommandations de 2015 de l'EAS et l'ESC ou dans les dernières recommandations de l'ILEP. Globalement, si vous avez des douleurs symétriques, plutôt au membre inférieur, plutôt quelques semaines après le début de traitement, qui cèdent à l'arrêt et qui reprennent quand on rechallenge, vous êtes devant des SAMS. Je suis désolée, c'est illisible aussi, je penserais que ce serait plus lisible. En tout cas, dans les recommandations, quand on a des SAMS, bien sûr, il faut doser les enzymes musculaires et les CPK. Et puis, si tout est normal, ce qui est proposé, c'est l'acronyme SLAP. Donc, SLAP, c'est pour Switch Statine. Donc, il y a 5 statines qui existent. Donc, il faut essayer, quand il y a des myalgies avec l'une, il faut essayer les autres. Il y a low dose, puisque les myalgies sont doses dépendantes. Il y a, j'ai oublié, oui, le A c'est Alternative Day, donc vous savez que la torvastatine et la rosuvastatine ont des demi-vies longues de 2-3 jours, donc on peut les mettre en séquentiel, souvent ça marche bien. Et le P c'est pour polypharmacie, c'est-à-dire d'associer d'autres molécules comme les étimides, l'acide bempédoïque quand ce sera disponible et ou les anti-PCSK9 quand c'est possible. Je vais finir avec Clear Outcome. Donc Clear Outcome, c'est une étude qui a comparé l'acide bempédoïque versus placebo sur les événements cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce que l'acide bempédoïque? C'est un inhibiteur de l'ATP citrate lyase, à vos souhaits. Donc, c'est une enzyme qui est située sur... qui favorise la synthèse du cholestérol, excusez-moi, et qui est située en amont de l'HMG-CoA réductase que vous connaissez bien. Donc, ça inhibe la synthèse de cholestérol. Et donc, Clear Outcome, ce qui nous intéresse ici, c'est que ça a été testé chez 14 000 patients qui avaient des intolérances aux statines et donc qui ne prenaient pas de statine. Et effectivement, sur le critère primaire de jugement, qui était un 4 points classique, c'était positif avec une diminution de 13% des MACE. Donc l'acide bempédoïque qui est disponible en Europe et j'espère qu'on verra bientôt en France, ça pourra, j'espère, permettre d'être une alternative chez les gens intolérants aux statines et ça permet d'avoir une baisse de 20% du LDL cholestérol. Et c'est aussi un petit effet anti-inflammatoire. De la même façon, il n'y a pas plus de myalgie dans le groupe acide bempédoïque que dans le groupe placebo. Voilà, donc je vais finir avec Brandon, comment on a géré finalement sa rhabdomyolyse sous statine. Donc il a eu aussi un dépistage génétique qui s'est révélé positif en faveur d'une forme familiale génétique. J'ai essayé les étimibes sous surveillance stricte, mais il n'arrive pas à arrêter la musculation. Donc, il s'est retrouvé à nouveau avec 15 000 de CPK, un bilan hépatique très perturbé. Donc, j'ai dû arrêter les étimibes. Il a quand même eu un bilan musculaire complet qui était négatif. Il fallait éliminer une maladie musculaire sous-jacente. Et j'ai pu mettre en route un anticorps anti-PCSK9. Donc, il n'était pas vraiment dans les indications de remboursement, malheureusement, à l'époque. Donc, j'avais fait une lettre au médecin conseil, ça a été accepté. Et bon an, mal an, en monothérapie, j'arrive à avoir un LDL cholestérol à 1,80 g, ce qui n'est pas super satisfaisant, je vous le concède. Mais pour l'instant, je suis un peu coincée. Donc pour finir, voici les take-home messages de cette présentation. Pour ma part, vraiment, je préconise un bilan lipidique chez toute personne sportive, quel que soit l'âge. Si on a une hypercholestérolémie familiale, il faut traiter jeune et il y a un vrai fardeau du cholestérol, au même titre que le paquet année quand on fume. Les statines sont quand même très bien tolérées dans la grande majorité des cas et vous pouvez vous aider, je vous invite à télécharger ces recos qui sont assez bien faites, de quelques petits trucs pour essayer de gérer les SAMS qu'on voit au quotidien. J'ai terminé, je vous remercie pour votre écoute.
Merci beaucoup Sophie. Bon, on va faire comme prévu et nous avons le plaisir donc d'accueillir le professeur Paganelli